Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast de 100% NFL des équipes de The Playoff. On est déjà plein de bonne humeur dès qu'on lance l'enregistrement. C'est parce que notre ami Vince raconte bêtise sur bêtise en off. Alors bon, un jour on vous fera un medley où on vous invitera tous à venir voir les offs de l'émission. Vous verrez ce que l'on subit. En tout cas, bienvenue dans cette émission. On va débriefer les deux finales de conférence AFC-NFC puisque oui, nous connaissons l'affiche du 60e Super Bowl. Les Seahawks défieront les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Ce sera dans la nuit du 8 au 9 février 2026 à minuit 30 du côté de Santa Clara dans un stade que Seb connaît bien. On va revenir donc sur la victoire des Patriots face aux Broncos, sur la victoire des Seahawks face aux Rams pendant cette émission. Avec moi, mon équipe de d'habitude le mardi, mon Seb. Salut Seb, comment ça va ? Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Ça y est, on y est quasiment, presque dans 2 petites semaines, dans une grosse dizaine de jours. Ce sera le Super Bowl, ce sera la finale du championnat NFL. Tu l'as dit, nos 2 finalistes, 2 matchs, 2 finales de conférence aux physionomies très différentes. Ça vraiment c'est le jour et la nuit. Conditions météorologiques qui s'y sont quand même mises dans le cas d'un des 2 matchs. On va revenir là-dessus. Et maintenant, bien sûr, question qu'on va tous se poser, qui est le plus fort entre une mouette et un bélier ? Réponse dans une dizaine de jours. Voilà. Mon Yaya est avec nous. Salut mon Yaya, comment ça va ? Écoute, ça va très bien. Pleine forme pour parler de tout ça. Effectivement, on va parler de ces matchs qui va aller au Super Bowl. Alors, je tiens tout de suite à vous dire, vous pouvez signaler, il y aura des peines de mort qui vont être distribuées pour tout journaliste qui parlera de finale du Super Bowl. Ça a déjà commencé la semaine dernière. Je ne citerai jamais la matinale de Nova qui a dit ça, c'est Gora Fétin. Si tu nous écoutes, je suis fortement déçu, je t'aimais bien. Alors, Mais voilà. Comme c'est Radio Nova, on va leur donner une petite chance supplémentaire. On va les appeler pour leur signaler leur erreur et pour leur dire que il faut corriger ça. Voilà. Ça aurait été une autre chaîne, on les aurait tapés, mais Radio Nova, bon, voilà, je leur donne un petit peu de crédit. Je leur accorde le droit à l'erreur. Attends, depuis quand t'es dans la banque, toi ? Ah oui, c'est comme ça, c'est mon côté banquier. Mon Vince est avec nous, enfin il est avec nous. Son enveloppe corporelle est là, mais son esprit est ailleurs. Il est déjà au Vice Stadium, lui, avec des foot jobs. Je sais pas quoi dire. C'était déjà très très dur comme journée et voilà que je m'inflige moi-même tout cela. Je sais plus où j'en suis de ma vie, de mon périple, de ma passion pour ce sport. C'était dur. Hier, j'ai eu du mal à m'endormir, je vous l'avoue, c'était compliqué. Et puis voilà, Yaya l'a dit, j'allais dire exactement la même chose en prenant la partie Seb. Avec Seb, on se charge de venir vous casser vos tibias, vos genoux et même vos hanches si vous commencez à parler, effectivement, à associer les mots finale et Super Bowl dans la même phrase, ça ne va pas. Donc, vraiment, quelle violence, hein, quelle violence. Il y a parlé de peine de mort. Radical, mais Il y a pas de peine de mort. Oui, non, mais quelle violence. Je parlais de vous deux. Seb, il a rien dit. Oui, non, mais au bout d'un moment. Oui, mais Seb, il en pense pas moins. Il est encore plus fou parce que justement, il ne le dit pas. C'est son côté, Alpes-Maritimes, tu sais. Non, l'année dernière, je te rappelle quand même que j'ai menacé d'énucléer à la petite cuillère des gens qui diraient finale du Super Bowl. Donc je pense qu'on peut pas non plus m'accuser d'être immodéré là-dessus, quoi. Mais waouh, vous, je suis surpris, les gars, là. Vous me prenez mon créneau. Wow. Effectivement, c'est un peu notre cheval de bataille et on se battra. Notre broncos de bataille, allez. Dirons. Notre bronco de bataille, exactement. Tout à fait. Alors, moi, juste une chose, Vince, vu que tu as l'air pas très très bien, si tu veux, écoute, j'ai une solution, tu vas t'allonger, tu vas me faire un virement de 50 € pour la demi-heure et tu parleras. Voilà. Il y en a déjà qui m'ont dit que le podcast c'était une sorte de moment de respiration dans leur vie. On devrait se faire payer comme thérapie. Alors, je suis désolé, mais comme choix de thérapeute, Yaya, je suis pas sûr que. Bon, après, c'est à vos risques et périls. À vous de. Alors, écoute, à vous de voir les conseils qu'il peut vous donner. On va peut-être parler NFL à un moment. Je vais citer un grand philosophe limousin, Pierre Desproges. On va faire une thérapie de groupe. C'est le prix est tout sauf de groupe.
Voilà. D'accord. Il est temps qu'on reparle de NFL, je crois. Ouais, On va on va passer s'y à la mettre. On va NFL, rester dans là. notre domaine d'expertise. Enfin, expertise. Voilà, je crois que ce sera pas plus mal. Juste rappeler à nos amis qui seraient tentés pour venir à la Super Bowl Party à Paris, organisée par les Paris Musketeers et les Saints de la Nouvelle-Orléans. Ça se passe au Sullivan Bastille. Nous y serons, moi, Charles Wake, Nathieu, Yaya. Enfin bref, il y aura du beau monde. Et puis un peu moins beau, mais bon, ça c'est un autre débat pour un autre jour. Donc vous pouvez nous retrouver. Le lien est en bio sur la page Instagram des Paris Musketeers. N'hésitez pas, c'est 20 € l'entrée. Et n'hésitez pas à venir. En plus, avec l'entrée et en plus de passer une bonne soirée, vous avez une conso offerte. Oui, mon Yaya. Non, je dis juste que des moins belles personnes, c'est pas beau de parler de Wake tout de suite quand même. Hein. Une balle perdue comme ça pour Wake, c'est pas très gentil. Ça, tu assumeras le soir du Super Bowl. C'est toi qui verras avec lui. Hein. Moi, je ne suis responsable de rien. Bon, on commence à parler du match entre les Broncos et les Patriots et on commence par vous remercier d'avoir été nombreux en live hier avec nous pour vivre cette rencontre qui n'a pas été la meilleure des deux, on va pas se le cacher. Mais en tout cas, on a passé une bonne soirée en votre compagnie. Ma première question va être très simple. On a parlé des conditions climatiques et je veux une réponse de vous trois très courte. Est-ce que pour toi, mon Seb, forcément, les conditions climatiques, cette neige qui est tombée en deuxième mi-temps a été un facteur, c'est un fait. On va faire du sport fiction. Est-ce que pour toi, si les conditions climatiques étaient restées celles de la première période, le résultat aurait été identique? Alors, je pense que oui, parce qu'en fait, les Patriots, ils ont fait le match que j'attendais les Broncos. J'attendais, puisque Denver, voilà, une fois de plus, était quand même fortement handicapé par l'absence de son quarterback titulaire. On peut se poser la question de si Bo Nix avait été là, est-ce que la physionomie du match aurait eût été différente? En revanche, je pense très certainement que oui. Mais ils ont fait le match que moi j'attendais de la part des Broncos, dont l'attaque a été donc fortement handicapée. C'est-à-dire que le salut, il est venu de la défense pour les Patriots sur ce match. D'ailleurs, à titre personnel, moi j'ai eu des flashbacks de 2001, année où les Patriots s'étaient vraiment tirés vers le haut par leur défense et où ils battent les Raiders en Divisional Round lors du fameux Snowball, où là aussi les éléments se sont déchaînés et où la neige était tombée de rue. Et là, en effet, il y a eu un changement de météo, mais alors drastique en deuxième mi-temps. Et la défense de New England, elle a très très bien négocié cette deuxième mi-temps et ce changement météorologique. Elle a limité Denver à 32 total yards en 5 possessions en deuxième mi-temps et à 4 first down sur leurs 8 dernières possessions. Et surtout, la ligne défensive a réussi à amener la pression sur Jarrett Stidham et là c'est vraiment ce qu'il a condamné. Il réalise 3 sacs, il réalise un 4 sur 14 en troisième down, plus exactement, il force Denver à un 4 sur 14 en troisième down. Et d'ailleurs, on l'a vu, tournant du match, ça a été ce blitz, mais énorme, ce rush à 6 lancé lorsque Denver, qui menait 7-0, doit convertir une troisième et 4 sur leur propre 33 yards. New England lance ce blitz gigantesque. Stidham recule de 15 yards et lance une passe arrière, du moins quelque chose qui va être jugé comme une passe arrière. Donc, un fumble qui est recouvert par Elijah Ponder. 2 jeux plus tard, New England va égaliser. Et ça, pour moi, c'est un des tournants du match, puisque si Denver avait pu convertir ce troisième down, même si ça venait assez tôt dans le match, la physionomie de la rencontre eût été différente. Bon, Yaya, même question sur les conditions météo. Pour toi, est-ce que si on avait eu du beau temps toute la partie, est-ce que les Broncos se seraient qualifiés? Autrement dit, est-ce que pour toi, la météo a été le facteur décisif? Oui, ça a été un facteur décisif, mais non, il n'aurait pas gagné. Il n'aurait pas gagné quand même. On a vu l'impuissance à la fin et Seb a parlé de ça. Il y a un autre événement, on va en parler après, mais je pense pas que ce soit le facteur. Ça les a juste empêchés de développer du jeu d'attaque pour recoller au score. Mon Vince, même question.
Alors, on le saura jamais, ça c'est déjà la réponse Ah non, c'est du de sport base. fiction, oui. C'est la réponse de base. Quoi qu'il arrive, ça aurait changé la donne pour les deux équipes. Donc, je ne suis pas sûr que le résultat ait changé. Je rejoins un peu Yaya sur ce qu'il va dire et je suis sûr qu'il va développer là-dessus. Mais Denver a laissé passer son momentum à un moment donné sans prendre les points. Alors, on pourra en parler, puisqu'on parle de la météo, je vais en parler maintenant, mais il y a une 4e et 1 à 15 yards de la ligne d'un but qu'ils essayent de convertir. Avec le recul du match, je suis intimement convaincu que Shane Payton est au courant que les conditions climatiques vont vraiment se dégrader en seconde mi-temps et que ça va être très difficile de marquer des points en seconde mi-temps. Donc il se dit, c'est maintenant qu'il faut marquer un touchdown, il faut passer à 14-0 et il tente tout pour le tout. Le raisonnement aurait pu tenir aussi en se disant je convertis, je prends deux possessions d'avance. Voilà. Il a décidé de la tenter, ça n'a pas marché. Mais oui, en tout cas, quoi qu'il arrive, ça a été un élément déterminant de ce match. Revenons sur cette action-là dont vous parlez. Effectivement, on va rappeler le contexte. Hein. Une 4e tentative et 1 yard en position de field goal idéal. J'ai plus exactement le yardage en tête, 16. mais voilà, il est sur les 16, donc ça fait un field goal de 34 yards. C'est tout à fait dans les cordes de Will Lutz, surtout qu'à ce moment-là, il ne neige pas, il y a un peu de vent, mais ça reste tout à fait accessible. Sean Payton décide de jouer cette 4e tentative pour essayer de prendre une avance. À ce moment-là, les Broncos mènent 7-0. Alors, tu disais, je pense que Sean Payton savait que les conditions se dégraderaient. On en est quasi certain. Quand on connaît tout le staff qu'il y a autour des équipes NFL, je n'ose pas croire que personne avait prévu, surtout que la météo qui a été diffusée sur les télés américaines 1 heure avant le match annonçait de la neige pour la fin de la partie. Donc, tout le monde dans le staff savait qu'il y aurait de la neige, qu'il y aurait un risque de neige en deuxième mi-temps. Le raisonnement que tu nous donnes, c'est celui de dire, bah oui, alors du coup, on essaie de prendre le plus d'avance possible avant que la neige arrive, ce qui se tient. Mais du coup, est-ce que prendre le plus d'avance possible, ça aurait pas été prendre les 3 points? Alors, moi, je suis intimement convaincu et je le dis au moment du live, je dis qu'il faut prendre les 3 points. Ça, j'en suis convaincu et je reste convaincu à l'issue du match que c'était la chose qu'il fallait faire. Maintenant, je pense que dans sa tête, il voit son équipe avancer, il voit son équipe dominer à ce moment-là précis et tout le monde est surpris de cette domination. Et il se dit, c'est maintenant, il faut appuyer, il faut les enfoncer, quoi. Faut vraiment enfoncer le clou. Malheureusement, cette 4e tentative passe pas. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est pas qu'il la tente, c'est la manière, ce qu'il tente pour la faire, en fait. Il se met une position où les premiers pas du quarterback, c'est 5 pas en arrière, il récupère la balle, 5 pas en arrière, il fait, et après, derrière, il essaye de réattaquer en faisant une passe. Non, quand on est en 4e et 1, on ne tente pas un truc comme ça. On met pas un quarterback qui n'a pas commencé, qui n'a pas start de la saison, qui n'a pas beaucoup de reps dans la saison, comme ça. Soit on le met directement en shotgun pour qu'il ait la vision du jeu et qu'il sache un peu ce qu'il est, et on va chercher une passe très courte sur une sortie running, sur une sortie taillenne ou sur un tracé slant intérieur. Pourquoi pas? Soit on fait une remise directe au running pour aller courir dans un trou. Mais on fait pas un drop back de 5-6 mètres pour rattaquer et refaire une passe. C'est beaucoup trop risqué. Surtout avec un QB qui ne connaît pas spécialement ses receveurs et qui ne sait pas ce que c'est qu'une pression en match. Parce qu'encore une fois, on va le répéter, les QB à l'entraînement ne prennent pas la pression qu'ils prennent en match. C'est beaucoup trop risqué, c'est la pièce maîtresse, on ne va pas risquer de les blesser. Donc ils viennent juste se faire impacter, toucher à deux mains, souvent à l'entraînement, c'est souvent ça qui se fait. Il y a certains quarterbacks qui demandent un petit peu plus, un petit peu moins, ça c'est à leur vision. Mais cette pression qu'il a de se faire ouvrir par la défense, ça fait combien de temps qu'il ne l'a pas eu, Stidham? Forcément, il se fait désosser, il ne comprend pas ce qui lui arrive, et c'est normal, il n'a pas ce recul-là. Donc, je pense que l'appel de ce jeu-là, appeler le 4e jeu joué, pourquoi pas. Par contre, l'appel de ce jeu-là, il me perturbe. Oui, Yaya. Bon, il y a une chose sur laquelle vous oubliez de parler, c'est qu'à ce moment du match, les Patriots n'avancent pas sur le terrain.
Ils ne font rien. Il a fallu attendre quoi? Le deuxième quart-temps pour qu'ils fassent un first down, je crois. Ou alors où ils ont fait un first down et c'est tout. Ils n'avançaient pas. Donc, et même, je vais aller plus loin et je te redonne la parole tout de suite, mon Yaya. Mais même au niveau du touchdown que j'ai marqué, c'est une récupération dans les 10 yards des Broncos, une course de Drake May. Je veux dire, c'est pas un drive construit. Ils amènent pas des points suite à un drive construit en première mi-temps. non, les drives de New England, c'est en deuxième mi-temps. Et je me souviens avoir dit que les ajustements à la mi-temps vont être importants. Mais le truc, c'est que New England s'est adapté et ça n'a pas été le cas du côté de Denver. Alors peut-être que Sean Payton n'avait pas les armes sur ce match parce que effectivement Jared Stidham et que le jeu de course avec J.K. Dobbins qui est absent ne donne pas les mêmes garanties. Mais derrière, moi je suis désolé. On a un Harvey qui a été relativement décevant aussi. Alors, il fait une ou deux belles courses sur la fin de match, mais franchement, RJ Harvey était quand même en dessous de ses standards de la fin de saison régulière. Bah, c'est ce qu'il a manqué du côté de Denver. Mais après, pour revenir sur l'action, c'est facile aujourd'hui de dire, il aurait fallu. De toute façon, c'est toujours le mauvais choix ou le bon choix, tu vois. Je veux dire, s'il marque un TD là, qu'ils prennent 14-0, tout le monde dit, bah bravo, il a bien fait de la jouer. Tu vois, ouais, mais tu vois, il y aurait eu 10-0. Je suis pas sûr que Stidham fasse sa fève, la même fève. Ouais, oui. Et c'est surtout qu'à 10-0, et là, t'es déjà presque au milieu du deuxième quart-temps, sachant que tu as une tempête de neige qui arrive vers la mi-temps, bah, ça te laisse quand même une possibilité de prendre un avantage qui est quand même important. Alors, la justification de Sean Payton, vas-y, mon Yaya, après je la donne. Après, moi je comprends, comme ils avancent pas, au pire, ils puntent et au jeu du gain de terrain, sachant que leur punter du côté de la Nouvelle-Angleterre, c'est pas la sécurité sociale. Ça a été compliqué tout le match. Mais, tu vois, ils ont gagné comme ça du terrain. Ça peut se comprendre. Après, effectivement, le score. Le vrai fait de match, il y a celui-là, et après il y a le fameux fumble de Stidham, mais on va y revenir après. L'explication donc de Sean Payton, on voulait être agressif, on pensait pouvoir convertir et prendre une avance de 14 points à ce moment-là. Oui, mais c'est ça. Je pense que je vais peut-être laisser parler Seb, mais encore une fois, le choix, même si c'est pas ce que j'aurais fait, je le comprends, je le conçois. Le choix du jeu, je ne le comprends pas. Il veut surprendre. Oui, je suis d'accord avec Vin sur ce point-là. D'ailleurs, il me semble que je l'ai dit pendant le live. Ils tentent de convertir leur quatrième. Ouais, ça se comprend parce que ils veulent appuyer. C'est seulement maintenant. Enfin, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et c'est seulement maintenant qu'on se dit finalement, il aurait dû prendre ses 3 points. Oui, mais c'est une fois que tout est joué. Donc effectivement, le choix. Il n'est pas dans la situation, il n'est pas insensé, à mon sens. La manière, en revanche, est en effet plus discutable. Et puis, il y a aussi toujours, je suis désolé, je reviens là-dessus, cette tentative de conversion de quatrième, avec Bonix, est-ce que ce serait passé? Voilà, il y avait peut-être un petit peu plus de chance pour que ça réussisse avec ton quarterback titulaire. Là, tu avais quand même un facteur risque, du moins incertitude, qui était encore plus important que sur une conversion de quatrième habituelle et qui sont toujours des situations périlleuses de toute façon. Tu voulais parler, mon Yaya, ensuite du fumble de Jared Stidham. J'ai envie de dire, c'est peut-être la deuxième pièce qui a fait basculer le match. C'est un peu en deux temps que ce match a basculé. Il y a d'abord cette quatrième et quelques petites minutes plus tard, ce fumble qui a été assez long à se décider parce qu'au début, les arbitres appellent une passe incomplète.
il y a cette hésitation de Mike Vrabel de challenger ou pas, et visiblement, c'est les arbitres de New York qui, dans l'oreillette, disent aux arbitres, la passe est en arrière. Et donc, c'est révisé, et c'est revenu en fumble. Erreur de jeunesse, erreur d'inexpérience, mon Yaya, c'est quoi cette erreur de Jared Stidham? Oui. Et tu l'as dit, en fait, c'est le joueur qui a paniqué et qui a fait que il perd le ballon. Et normalement, ça va même pas jusqu'à New England. Normalement, c'est un touchdown défensif. Ah oui, normalement, oui. S'il n'y a pas le coup de sifflet des arbitres, c'est touchdown défensif. Ouais. Ouais, tout à fait. Et ce qui pour moi aurait été une bonne récompense pour la défense, qui a fait un gros match. Voilà. Mais oui, c'est inexpérience et manque d'automatisme. Je vais aller même plus loin, et je l'ai déjà dit hier sur le live, excuse-moi Seb, mais je pense que il y a déjà eu une action qui a été sifflée où il y a eu une conversion à 2 points qui a été donnée dans l'année. Malheureusement, cette action doit faire jurisprudence aussi. Hier, le touchdown, avec le changement de direction des arbitres, avec finalement c'est un fumble, il aurait dû y avoir touchdown défensif directement, puisque la règle qui a été mise en avant pour la conversion à 2 points de, je crois que c'est Zach Chardonnay des Seahawks, voilà, qui ramasse la balle dans l'embut après que les arbitres aient sifflé sur un fumble. Les arbitres ont dit oui, mais c'est parce qu'il y avait vraiment personne qui s'est jeté et personne n'aurait pu jouer la balle parce qu'il y avait personne à côté de lui. C'était le cas hier aussi. C'était le cas, il n'y avait personne autour. Donc en fait, on aurait dû donner honnêtement, le touchdown défensif. Pour rien cacher, on a réfléchi avec Mathieu sur cette question, avec Mathieu Van Ball sur cette question cet après-midi, et honnêtement, j'ai cherché sur les sites américains, il n'y a pas vraiment de justification de pourquoi celui de Seattle, la conversion a été validée après le coup de sifflet, et pourquoi là, ils sont revenus à un fumble simple. Moi, l'explication humaine que je pourrais donner, c'est que tu vois les joueurs des Patriots continuer de jouer, alors que le joueur des Broncos s'arrête dès le coup de sifflet de l'arbitre. Donc, est-ce qu'ils se sont pas dit, il y a une équipe qui en a profité plus qu'une autre, alors que du côté des Rams et des Seahawks, tout le monde s'était arrêté, sauf Charbonnet qui a ramassé le ballon. Tu vois, il n'y a pas une action où il a continué tout seul. Donc, je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. On n'a pas trouvé la réponse de pourquoi. Mais tu as raison, je suis d'accord avec toi. On devrait pouvoir dire, ou alors on fait comme en soccer, c'est-à-dire que l'arbitre il lève le drapeau que quand il y a qu'à la fin de l'action s'il y a hors-jeu. Dans ce cas-là, on laisse continuer l'action et puis il siffle qu'à la fin et on revoit la vidéo. Alors, pour ça, ils ont des flags ou des casquettes qui existent, en plus des flags jaunes, des petites flags bleues, beaucoup plus lourds, qui leur permet de marquer l'endroit où il y a eu le turnover. Donc normalement, ils peuvent le faire. Est-ce que Et pour moi, la grosse différence qu'il y a aussi entre les deux, c'est que dans un cas, la balle est récupérée directement dans l'embut, donc il n'a plus de progression à faire. Dans l'autre, il y a une progression. Il y a une progression à avoir. Ouais. Toujours est-il que voilà, il n'y a pas vraiment d'explication et effectivement, bon après ça change pas la face du monde parce que de toute façon les Patriots sont marqués un touchdown juste derrière, donc on va pas en débattre 50 ans, mais il n'en reste pas moins que c'est vrai qu'il y a un manque de cohérence sur ce sujet-là. Bon, c'est pas la première fois. Oui, non. Bon, Seb, tu voulais dire quelque chose? Alors, plutôt que moi, le point que j'ai remarqué, que j'ai relevé sur cette action, au-delà de la polémique, entre guillemets, sur le fumble qui aurait dû être joué ou pas, c'est surtout que, comme je l'ai dit, ce fumble, il arrive après un rush monstrueux de New England, et c'est à partir de ce moment-là que New England également va commencer à accentuer sa pression sur la ligne offensive de Denver. Une offensive qui est pas mauvaise, mais ils vont être très agressifs parce que c'est sur ce jeu-là, s'ils avaient un doute, qu'ils se sont dit, tiens, Stidham, on peut le faire paniquer si on l'oblige à reculer, si on l'oblige à courir. Et d'ailleurs, la preuve, ça a été que Jared Stidham, alors qui a fait, je ne vais pas lui jeter la pierre, il a fait ce qu'il a pu. Quand il s'est retrouvé sous pression, c'est 1 sur 10, 4 yards et une interception. Donc, ce jeu-là, non seulement c'est un détournant du match, mais plus encore, il décante le fond de jeu il fait décanter le fond de jeu de New England sur ce match. Ouais, il donne des clés pour pouvoir agresser Jared Stidham. Oui, bon, Yaya. Et bizarrement, c'est à partir de ce moment-là que New England commence à gagner des yards en attaque.
Bah, de coup, toute façon, quand tu balances, quand tout le momentum change, ça change des deux Oui, côtés. c'est le momentum complet qui change. En fait, pour refaire le fil du match, il y a cette 4e et 1. New England récupère la balle, ils font un first down et puis ils puntent obligatoirement. Et sur les 2 ou 3 premiers jeux des Broncos, c'est ce qui arrive. Donc forcément, il y a tout qui s'enchaîne d'un coup. Et pourtant, on en a parlé au cours du match, mais Dieu sait que le punter des New England Patriots a fait des cadeaux aux Broncos. Il a très très mal punté tout le match et on n'a pas su en profiter. Juste pour donner les stats Oui, vas-y, mon Seb. Il faut pas, pour apporter un peu d'eau à ton moulin, Vince, il faut pas oublier autre chose, c'est que avant ce fameux fumble, alors même si c'est pas terrible, Steedham, il complète quand même une chouette passe de 52 yards sur Marvin Mims. Le touchdown sur Cortland Sutton, il est pas allé non plus. Et peut-être aussi qu'à ce moment-là, alors aussi bien du côté des fans des Broncos que sur la touche des Patriots, on se dit oh, attention, c'est chaotique, mais il peut se passer des trucs. Et donc, on cherche une solution. Et effectivement, donc ce fameux rush sur le fumble, c'est ce qui a donné une des clés à New England. Parce que faut pas oublier que c'est alors même si c'était pas, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, même si c'était pas terrible en attaque pour Denver, moi à titre personnel, je m'attendais à voir pire en début de rencontre. Et il y avait malgré tout quelques actions qui laissaient espérer que il pouvait se passer quelque chose. Bon, ça n'a pas été le cas puisqu'il a suffi de ce changement d'élan et ce changement de paradigme dans la défense de New England pour que ça s'effondre. moi, j'ai une question pour vous, les gars. Est-ce que, à partir du moment où on est sorti des jeux scriptés, Sean Payton s'est pas retrouvé un peu en chaussettes avec ce qu'il pouvait faire avec Jared Steedham? Alors moi, je pense pas. Franchement, je pense pas. Je pense que c'est surtout c'est ce que disait Seb en fait. Le problème, c'est la pression. Comme on le disait pendant le live, tant que Jared Steedham avait donc ces jeux scriptés qu'il avait probablement répétés, qui marchaient bien, que la poche le protégeait bien, qu'il était à l'aise, bah oui, forcément, tu peux trouver une passe pour Marvin Mims à 52 yards, tu peux lancer ton touchdown parce que t'es bien. Le problème, c'est que quand il a commencé à prendre de la pression, il a paniqué. Et une fois que tu paniques, t'as beau sortir le jeu que tu veux, si le mec il panique, ça donnera rien. Hein. C'est évident. Oui, puis tu parles de changements au niveau des jeux scriptés ou non scriptés. En fait, il faut pas oublier que ce changement aussi de jeux scriptés non scriptés, c'est la plupart du temps à la mi-temps, hein, grosso modo, un petit peu avant la mi-temps, après la mi-temps. C'est aussi le moment où change complètement la météo. Donc, ça peut y avoir un impact. Oui, je pense que potentiellement, en fait, le truc est là aussi, c'est que Steedham, il n'a eu qu'une semaine pour savoir qu'il allait starter. Donc en fait, ils ont travaillé des jeux en particulier. Ils ont travaillé principalement des jeux en particulier, mais alors que Drake May a travaillé toute la saison avec tout son carnet de jeu. Donc c'est difficile, mais dire que Sean Payton s'est fait overcoach. Non, j'ai pas dit ça. Non, J'ai dit qu'il s'est retrouvé en chaussettes. Non, j'ai bien C'est-à-dire compris. que, en fait, J'ai bien compris. Juste après, je te laisse la parole. Je veux juste que les gens comprennent bien qu'on ne dit pas que Sean Payton s'est fait overcoacher. Par contre, effectivement, là où tu as raison, c'est qu'il était à court de jeu parce qu'ils n'ont pas pu travailler tous les jeux nécessaires pendant une semaine d'entraînement. ouais, c'est ça. En fait, moi, ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai jamais voulu dire qu'il a été outcoaché, il a fait avec les moyens du bord. Le truc, c'est que t'as pas la palette de jeux, tu peux pas sortir des jeux qui n'ont pas été travaillés par Steedham. Donc du coup, tu vois, tu te retrouves, enfin, c'est ça que j'appelle se retrouver en chaussettes. C'est-à-dire que comment tu peux influencer alors que les, euh, les ajustements, Mike Vrabel a pu les faire, lui. Oui, c'est sûr que tu peux pas aller chercher aussi loin dans le carnet de jeu du côté de Mike Vrabel que du côté de Sean Payton. Et Ça, puis, il y a aussi une chose, c'est que le running game a été C'est ce que défaillant. j'allais dire. Moi, c'est ce que j'allais dire. C'est que quand tu as un quarterback comme ça, qui n'est pas en confiance, qui n'a pas beaucoup joué, qu'est-ce qui peut le sauver? C'est le running game. Et là, le running game, on en est où? Mon Seb, tu me dis si je me trompe, mais R.J. Harvey, c'est 37 yards en 13 portées, et Jalil McLaughlin, c'est 11 yards en 4 portées. Les deux sont à 2,8 yards par course. Oh, c'est intéressant. Alors, c'est intéressant comme moyenne. Mais
Bon, c'est pas fifou, comme dirait l'autre. Disons que s'il porte 5 fois la balle, t'as un first down. Le problème, c'est qu'il n'y a que 4 downs. Avec surtout- 4, t'as un first down. Ça passe. À 2.8, ça passe. Et surtout, je crois qu'il n'y a que 3 first downs gagnés au sol. Il n'y a pas Denver une sur course. cette Il n'y a pas campagne. une course de plus de 10 yards, hein. Pas une. Il n'y a pas une course de plus de 10 yards. Et oui, effectivement, quand tu as un quarterback comme cela, à qui tu ne peux pas demander d'aller chercher loin, disons que tu ne peux pas faire chercher loin dans le cahier de jeu, qui commence à paniquer parce que sa ligne offensive est en train de craquer sous le rush adverse. Si en plus il n'y a pas un jeu au sol pour le soutenir, la situation devient particulièrement compliquée pour lui. Et puis, il n'a pas été très aidé par ses receveurs non plus. Il y a eu plusieurs drops. Alors, conditions météorologiques, tout ça, voilà. Dans la neige, une balle froide à attraper, c'est une balle froide et dure comme ça à attraper qui arrive très fort, c'est une horreur. Mais Même avant. toujours est-il que le fait est là. Et donc, effectivement, ça a été très compliqué pour eux. Et puis, surtout, après ce fameux fumble, Denver, ils n'ont pas réussi à générer un drive pour un touchdown. Et ça va être leur perte. Ils n'ont plus réussi à produire du jeu. Et c'est ça qui a entraîné leur défaite. Je pense également qu'il y a un autre élément qui, là, remonte plutôt sur la longueur de la saison, c'est que Vince me corrigera, il y a quand même un certain nombre de victoires qui sont très saison du côté de Denver, qui sont à une possession, voire moins. Du coup, ça fait quand même une marge de victoire réduite. Tu ajoutes à cela, comme l'a dit Yaya, un coach qui se retrouve en chaussettes parce qu'il n'a pas son QB starter et qui peut pas puiser dans ses jeux, ben ça fait quand même pas mal d'éléments. Enfin, tu n'as pas la même marge que si tu gagnais tous tes matchs en saison régulière avec 20 ou 25 points d'avance. Tu pourrais être un petit peu plus sain si tu étais dans ces conditions-là, parce que ça veut dire que d'autres éléments que ton quarterback qui te permettent de dominer. Là, ça faisait quand même beaucoup de facteurs qui jouaient contre eux. Hein. Et le running game, par contre, du côté des Patriots, hein, c'est là que se fait la différence, hein, d'ailleurs. C'est 141 yards pour les Patriots, 71 pour Ramondre Stevenson, 65 pour Drake May et seulement 5 pour Trevion Anderson, qui n'a été utilisé que 3 fois sur 3 courses. Par contre, c'est vrai qu'on a un Drake May côté Patriots à 10 sur 21, 86 yards à la passe, un total qui est quand même très très faible. Alors, conditions Flamélique. Voilà, qui est flamélique. Conditions climatiques obligent, mais aussi et surtout défense des Broncos, parce que on disait que la défense des Broncos était l'un des facteurs de ce match. On peut pas lui reprocher grand-chose, Vince, à cette défense. Elle a quand même réussi à éteindre Drake May. Oui, on ne peut pas leur reprocher grand-chose. Moi, j'ai une petite interrogation quand même sur le plan de jeu de l'attaque aérienne des Pats hier, et je sais que Wake me rejoindra parce qu'il a eu la même interrogation hier dans le live. Mais pourquoi s'évertuer à lancer vers Patrick Surtain? Ils ont lancé tout le temps vers Patrick Surtain, la plupart du temps en tout cas, et je crois qu'il n'a alloué aucune réception, si je dis pas de bêtises, ou peut-être une courte. Je comprends pas pourquoi ils ont beaucoup lancé par là-bas. Pardon ? C'est pas certain de ce que tu viens de dire. Oui, c'est pas certain. Attends, il y a une raison, Vince. Il y a une raison. C'est que Pat Bryant, votre rookie, il est sorti la semaine dernière contre Buffalo. Il est ressorti pendant il est sorti contre Buffalo sur commotion. Il est sorti pendant le match à cause d'un problème de hamstring d'ischio-jambier. Troy Franklin était inactif, lui aussi à cause d'un problème d'ischio. Il n'y avait plus grand monde. Hein, non, je dis l'inverse. Hein. Je parle pas de Cortland Sutton, le receveur. Je parle de Patrick Surtain, le cornerback de Denver. Et les Patriots sont tout le temps lancés de son côté. Sur celui qui. Autant pour moi, j'avais compris que tu parlais de Sutton. Je suis désolé. Ouais. C'est ça. Et je comprends pas pourquoi ils ont. Oui, parce que effectivement, c'était un peu la foire à la débrouille aussi au niveau receveur, hein, côté Denver. Mais oui, ils ont beaucoup lancé du coup vers sur Pat Surtain. Voilà. Et donc je comprends pas trop. Je l'ai pas trop. Après.
Oui, le changement de météo n'aide pas parce qu'en fait, le momentum des Pats, il est au moment où justement il neige et donc c'est beaucoup plus difficile de lancer un ballon et d'attraper un ballon. Et en plus de ça, comme ils sont en maîtrise du match, leur intérêt c'est d'aller courir et de gagner du temps. Par contre, je reviendrai sur ce que tu disais, les stats de course des Pats. Ok, j'entends, ils ont fait bien plus de yards au sol. Mais Ramondre Stevenson ne fait que 2,8 de moyenne également. Hein. C'est pas une grosse moyenne qu'il fait. Il fait vraiment une petite moyenne aussi. Alors attends, moi je vais pondérer. Il met surtout, il augmente sa moyenne en deuxième mi-temps. En première mi-temps, il n'arrive pas à courir. Je suis d'accord avec toi. Le premier quart-temps, je crois qu'ils ils doivent faire 4 yards. Ouais, En je suis premier d'accord avec quart-temps. Donc en fait, si tu veux, la moyenne c'est bien joli, mais c'est quand est-ce qu'il les met. Et il met ses yards et il va gagner des first down, voire Et des. il a 4 courses de plus de 8 yards sur la deuxième mi-temps. Oui, je suis d'accord. Après, gagner des first down, il n'en gagne pas tant que ça, parce qu'il n'y en a que 6 des first down, je crois, du côté des Pats. Oui, mais ça suffit, parce que ça fait. Du coup, tu laisses ta défense au froid, mais il se repose. Donc. En tout cas, les Patriots qui se qualifient donc pour le Super Bowl 60. Tu voulais rajouter un truc, mon Seb? Vas-y, je t'en prie. Il y a un point à pas oublier également. Oui. Du côté de New England, on a parlé des punts qui ont été médiocres, mais les special teams quand même se montrent à la hauteur au moment où il le faut, parce qu'il y a un field goal qui est dévié, un field goal de 45 yards, à moins de 5 minutes de la fin, et Ouais. qui aurait pu ramener Denver à hauteur de New England. Donc ça aussi, autre Et qui tournant, partait bien. C'est bien. et qui partait bien. Autre tournant improbable de ce match. Ah oui, clairement. Et on n'oublie pas aussi les très très bons plaquages sur retour de punt aussi Oui. des Patriots Oui. qui ont aussi empêché des positions plus favorables de début de drive. Donc oui, il y a eu un très bon travail si on enlève le punter sur l'équipe spéciale des Patriots. Ça c'est très très clair. Les Patriots qui vont donc rejoindre le Super Bowl 60 et qui affronteront, un roulement de tambour, les Seahawks de Seattle. Les Seahawks de Seattle qui s'imposent dans un match complètement opposé à ce qu'on a vécu en première partie de soirée, qui vont jouer contre les Rams et qui vont donc s'imposer. Alors c'est un match qui lui a tourné au festival offensif, on n'ira peut-être pas jusque-là, mais 58 points c'est quand même pas mal pour une finale de conférence. Et surtout, on a su très vite que ça allait partir dans ce registre-là, puisque sur les 2 premiers drives, le premier des Seahawks, on a une très très belle passe de Sam Darnold pour Rashid Shaheed pour un gain de 51 yards. C'est de la chance. Et il sert à rien. Et sur le drive suivant, on a Matthew Stafford qui trouve Puka Nacua pour un gros jeu aussi. Donc on a vraiment tout de suite vu que ça allait partir dans ce registre-là et on s'est pas trompé. Ça a été un match plus qu'agréable avec mon Seb, les Seahawks qui s'imposent. On disait avant en preview que ça allait être le match statement pour Sam Darnold. On allait voir de quoi il était capable. On a vu. On a vu en effet, alors à titre personnel, après nos 2 derniers lives, moi je me disais que des touchdowns sur des matchs de playoff, ça n'existait plus. Hein. Ça devait plus se faire, c'était plus la mode. Et finalement, on a un match qui se termine. On leur a dit que les 27 à défenses 31. gagnaient les titres. Alors ils mettent Alors, tout sur la défense. Tu vois. mais alors justement, la défense, avant d'arriver à Sam Darnold, la défense à Seattle, parlons-en, parce que c'était la défense qui était classée première en scoring sur la saison. Et là aussi, ils ont prévalu, puisque à 5 minutes de la fin, ils font quand même un très très beau goal line stand. Hein. Ils stoppent un 4e et goal sur leur 6 yards avec une passe défendue par Devon Witherspoon. Ils vont encore faire un stop sur la possession suivante et c'est cette défense au final qui envoie l'équipe au Super Bowl. Donc, Sam Darnold, en effet, nombre d'esprits chagrins dans cette rédaction. J'éviterai de donner des noms. Hein. Certains commencent par un Y. Bref, nourrissez des doutes sur la capacité de Sam on va le faire Darnold. parler, on va pas le lâcher. Oh non,
mais on va y venir, on va y venir. De toute façon, même si on lui demande pas, il donne son avis. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cet animal-là? Non, toujours est-il qu'en effet, non, enfin, j'ai lâché un peu la veste de mon collègue Yaya, mais beaucoup d'observateurs tout de même nourrissaient des doutes sur les capacités de Sam Darnold à gagner des gros matchs. On se souvient du match en dernière journée de la saison précédente face à Détroit, alors que Darnold portait les couleurs des Vikings qui avaient viré au cauchemar pour lui. Ce jour-là, il était retombé dans tous ses mauvais travers. Eh bien, il faut croire que le signe indien est vaincu, puisqu'il gagne enfin un grand match, et puis avec la manière quand même, 25 sur 36, 346 yards, 3 touchdowns, 7 passes complétées de 10 yards ou plus, et sur ces 7 passes, 5 ont été pour Jackson Smith-Njigba, qui sur ces 5 passes réalise 96 yards, un touchdown, et surtout pour Sam Darnold, pas de turnover, son péché mignon depuis le début de sa carrière, et même cette saison, avec 20 ballons perdus, fumble et interception confondus. Et l'attaque, elle a été particulièrement efficace. D'abord, Darnold lançait 3 touchdowns sous pression, ce qui fait de lui le premier QB à lancer 3 touchdowns sous pression en playoff depuis 2016. Et l'attaque, de son côté, elle fait un très beau 7 sur 13 sur les 3e downs. Et ça, c'est un signe de confiance. Et bien sûr, on a parlé du général, on va aussi parler des soldats. Jackson Smith-Njigba, 10 réceptions sur 12 targets, visé 12 fois, 10 réceptions, 153 yards, un touchdown, dont 115 yards dans cette réception en première mi-temps. Il a toujours trouvé des solutions face au marquage de Los Angeles, que ce soit en 1 contre 1 ou contre la zone. Et surtout, Salisbury a eu l'intelligence de le faire jouer sur tous les postes de receveur, les 2 ailes ou dans le slot. Et à force, on a eu l'impression de voir Jackson Smith-Njigba partout sur le terrain. Et puis, on avait dit lors de notre preview que ce qui serait crucial pour cette attaque privée de Zach Charbonnet, eh bien, ce serait l'explosivité de son remplaçant. Et j'ai perdu mes stats. Je suis désolé. On est en direct. 62 yards, de un touchdown. Merci beaucoup. J'ai un petit souci d'affichage là de mon côté. Et effectivement, il a su jouer sur ses capacités. Il a su jouer sur son explosivité. On l'a vu, c'est un style tout à fait différent de celui de Zach Charbonnet, beaucoup plus, on va dire, athlétique, explosif et plus dans l'évitement. Et 19 courses, 62 yards, un touchdown. Et bien, ça a amplement suffi pour le jeu au sol de Seattle, qui repart avec 75 yards modeste, mais amplement suffisant. Et tu vois, ce que tu dis, Seb, c'est marrant parce que finalement, tu as souligné la performance de Sam Darnold, la performance de JSN, Jackson Smith-Njigba, et de Kenneth Walker. Et quand tu prends le premier drive des Seahawks, c'est une longue passe de Sam Darnold. Ensuite, c'est Jackson Smith-Njigba qui prend le relais pour les emmener en first and goal. Et ensuite, c'est 3 courses de Kenneth Walker, dont la dernière où il déborde complètement la défense. D'ailleurs, un jeu qui était très très mal parti parce qu'il y a une très belle pénétration défensive des Rams. Ils sont au moins 3 ou 4 à être presque au contact de Kenneth Walker, et il prend la décision de prendre de vitesse sur le côté, de tourner le coin et de prendre de vitesse la défense des Rams, et c'est passé une décision qui amène au touchdown et qui donne un avantage dès le début du match aux Seahawks. Donc c'est vraiment cette triplette-là qui a fait que mais on en reviendra et on en discutera peut-être dans la preview plus longuement, mais cette équipe des Seahawks de Seattle, c'est vraiment une équipe très bien bâtie, je trouve, extrêmement complète. C'est une défense qui est excellente, que ce soit dans le backfield ou dans le front seven. C'est une attaque aussi qui a des qualités, alors avec Jackson Smith-Njigba notamment, mais Rashid Shaheed apporte aussi sa pierre à l'édifice, Cooper Kupp également, Kenneth Walker est un coureur qui est formidable. Bref, c'est une équipe qui est vraiment
très très bien construite et sans doute l'équipe la plus équilibrée de cette saison en NFL. Et si on a une qui n'a pas volé sa place au Super Bowl, alors aucune des deux ne l'a volé, hein, mais elle, en tout cas, on est tranquille. Elle non, non. Bon, Yaya, tu vas pas me faire croire. Commence pas, Yannick. Non, mais personne ne vole une place au Super Bowl. C'est pas... Il y a une des deux équipes qui mérite plus que l'autre, c'est tout. Bon, après, Non, même pas. je rigole. Non, mais alors voilà. Alors, Vous allez avoir des tu vois, problèmes. Vous allez avoir des problèmes, les gars. non, Oh mais là en là, fait, vous allez tu avoir vois, des c'est problèmes. ça en fait le truc. C'est que tu vois, quand on veut faire des blagues, Flav, il est toujours premier degré. Mais Par oui, contre, lui, je quand il vais fait des pas- blagues, il faut comprendre son second degré. Non, Moi, c'est tu lèves les yeux au ciel et je sais que c'est une petite musique qui revient, mais on pourra en faire tout un podcast sur mais les non. Patriots ont eu un calendrier Non, facile non. et puis ils ont joué personne en playoff et puis je sais pas quoi En fait, non, et mais le blablabla problème, et c'est pas, ils ont joué un quarterback remplaçant et est-ce que c'est de leur faute? Hein? non, mais c'est pas le À un problème. moment, Le problème, c'est pas New England, c'est leurs supporters. non mais bon, moi je comprends que ça énerve les supporters de New England quand tu leur dis s'ils sont là c'est parce qu'ils ont de la chance et parce qu'ils ont un calendrier de brin quoi. Enfin, je veux dire, Non, ils ont gagné les quand matchs, même. c'est tout. on est quand même à un sommet de Ils ont manque de gagné les respect matchs. qui est quand même Ils ont c'est gagné quand les même pas matchs et mal. puis ils viennent quand même de faire la nique à deux des meilleures défenses du championnat là sur les Oui. deux derniers. Je veux bien entendre que leurs deux premiers matchs de playoff aient peut-être été un peu et encore défense de San Diego, c'est pas non plus une mauvaise défense, mais Ah, c'est Los là ils Angeles viennent quand même. maintenant. Oui, de Los Angeles, pardon. Mais là, entre Houston et Denver, ils viennent de faire la nique à deux des meilleures défenses du championnat. Donc à un moment, faut aussi raison garder. Remettons Faut mettre du respect effectivement sur cette équipe. Bon, Mais on en a parlé. pourquoi on reparle d'eux alors qu'on en a déjà Justement, parlé? on en a Là, parlé. on devait parler de Seattle. Moi, je voulais revenir sur Seattle et sur ce que tu disais sur le fait comment est bâtie cette équipe. Il faut vraiment remettre aussi ça. Qui, en début de saison, pouvait imaginer Seattle à ce niveau-là? Cette équipe a été bâtie avec de briques et de broc, disons-le clairement. Ils ont rassemblé énormément de talents. Mais alors, on n'avait aucune vision sur si ça allait cliquer entre eux, si ça pouvait matcher, si ça pouvait, quel pouvait être sortir de ça. On n'en savait rien. Sam Darnold arrivait toujours avec cette étiquette de gars assez gentil qui sortait d'une bonne saison à Minnesota, mais qui n'avait rien prouvé pour autant dans les playoffs. On avait plein de joueurs un peu comme ça. On avait un coach qui avait besoin de prouver des choses. On avait un Geno Smith qui était parti, on voulait faire table rase du passé du côté de Seattle, et voilà qu'on se retrouve là-dedans, et que au lieu de reconstruction, on part directement sur une équipe qui marche, qui fonctionne, avec une réelle ambition, et des joueurs qui ont envie. On sent une équipe, mais vraiment une équipe. Et je vais m'arrêter là. C'est pas une équipe belle, une équipe forte ou une équipe qui n'a pas peur qu'on lui marche sur les pieds. Bref, voilà, vous aurez la Tu es référence. ça marche. Pardon. mais en tout cas, on a une équipe. Ah, c'est en Une tête. équipe. Les gens, les joueurs se battent les uns pour les autres, se battent les uns avec les autres pour le même but, pour le même objectif. Et franchement, ça, c'est beau. J'ai rarement vu, moi, quelque chose se dégager autant d'unité d'une équipe NFL. Ça fait très longtemps que j'ai pas senti ça, en tout cas. Ah, bien, alors les amis, on a laissé Seb parler, on a laissé Vince parler, il a pu peaufiner son beau discours sur les Seattle Seahawks et sur Sam Darnold. C'est l'heure donc de la parole qui est donnée à la défense. Bon Yaya, nous t'écoutons. Alors, puisque certains. Il y a un peu de respect sur Sam Darnold, s'il te plaît. Eh ben écoute, moi je n'attendais que ça. MVP. Je n'attendais que ça. Et en fait, il a démontré et il a été rabaissé ton chercher le caquet. titre. De quoi? Il t'a rabaissé ton caquet. Mais absolument pas. Moi, j'ai juste les chiffres étaient là, étaient pas en sa faveur. Et maintenant, il a montré. Bah écoute, voilà, il a montré. Très bien. Il avait choqué toute sa carrière avant. Il est peut-être dans le run de sa vie. Il a peut-être passé un step. Il a le droit. Donc, félicitations Sam Darnold. Nico, oui, je n'ai pas mis du respect sur eux, mais ils m'avaient jamais rien prouvé. Là, ils ont fait un vrai statement. Et voilà.
Donc, maintenant qu'on me dise que ceux qui arrivent après la guerre donnent le résultat, oui, voilà, c'est facile. Mais on nous demande de prendre position. Moi, dans les pronostics, j'ai pris des positions. Il me faisait peur. Il m'a donné tort. Grand bien face à tous les fans de Seattle. Très bien. Il y a juste Et félicitations. Il y a juste un truc et tu m'excuses, mon Yaya, si je ne comprends pas ta logique. Mais allons-y. Tu viens de me dire à l'instant que jusque-là, il avait toujours choqué en play-off. On est bien d'accord? Excuse-moi, avec les Vikings. Oui. Non, mais moi, c'est le toujours. Il a choqué un match. Mais alors attends. Match. Non. Mais non. Quoi? Non. Si. En play-off, il a fait un match. Alors, avant cette saison. Mais dans ce cas-là, on vit avec des œillères. On vit. Souviens-toi. Mais laisse-moi finir de parler. Laisse-moi finir. Non, mais laisse-moi parler, s'il te plaît. D'accord. L'an passé. Seb, il est bon, popcorn. Pourquoi il est. Va te faire. Pourquoi il n'a pas la première place? Parce que il perd contre Détroit à la dernière journée. Et c'est là, en fait, la genèse. Il choque le match contre Détroit et dans la foulée, il perd en play-off. C'est pour ça, ça fait 2 matchs d'affilée. Moi, je considère que le match de la dernière journée de l'année dernière, c'est un choke. Et que c'est déjà un match en play-off parce que sinon, il aurait dû avoir le first seed l'année dernière. Parce que si on se souvient bien avec les Vikings, il domine toute la saison. Et sur le dernier match, il choke, il fait 3 interceptions de mémoire. Son péché mignon, on l'a déjà dit. Ta mémoire est défaillante, mon Yaya. Oui. Contre les Lions l'an dernier, c'est aucune interception. Hein. Ouais, enfin, il se prend une branlée quand même. Oui, mais c'était les Lions, c'est Yaya. Et puis, c'est à Détroit. C'est à Détroit. Il prend une avalanche de sacs. Oui, il prend une avalanche de sacs contre je crois. Il prend 3 sacs. 166 yards, aucun touchdown, aucune interception. C'est stats, moi je suis pour rien, c'est stats. Tu me dis qu'il choque à longueur de temps. Franchement, après, Andy Reid, il choque aussi. Hein. L'année dernière, dernier match de saison régulière chez les Broncos, il a choqué. Hein. Franchement, 38-0. Non, mais que tu me dises, tu vois. Je fais exprès. Andy Reid le mort. Mais attends, mais attends. Le gars, avec Philadelphie. Tu veux qu'on en reparle avant que Mahomes arrive aux Chiefs? Tu veux qu'on en parle? Ah ben ça pour appeler les joueurs de Saxo avec Mahomes, il y a du monde. Alors excusez-moi, je veux juste rappeler quelque chose à nos auditeurs et pour qu'ils comprennent aussi pourquoi Yaya est aussi exaspéré par cette situation, mais il se rend compte que Sam Darnold va être Hall of Fame avant Eli Manning et il est déprimé. Donc juste c'est pour que nos auditeurs comprennent ce qu'il en est. Et nos auditeurs comprendront avec cette explication pourquoi Yaya est dans cet état-là. Mais moi, c'est une vraie interrogation que j'ai, parce que c'est vrai que c'est un discours que tu as tenu déjà 3-4 fois, de dire Sam Darnold, c'est quelqu'un qui n'est pas au rendez-vous dans les grands matchs. Mais au final, avant cette saison, il a joué un match de play-off. Son bilan aujourd'hui en play-off, c'est 2 victoires, 1 défaite en carrière. Oui, mais on peut pas dire que ce soit un mec qui sache pas jouer. Mais excuse-moi, mais l'an dernier, il a laissé un goût amer dans la bouche. Sinon, est-ce que tu crois que les Vikings... Alors, imagine, ils gagnent contre les Lions, ils les amènent au même stade qu'il est cette année. Tu crois que les Vikings l'auraient laissé partir? Oui. Ah ben putain, j'en suis certain. Oui. J'en suis certain. Ils ont misé un premier tour de draft sur quelqu'un, ils sont obligés de le faire jouer. Ouais, bah oui, bien sûr. Oui. Il faut quand même rappeler que l'an dernier, Sam Darnold, il prend les Vikings. Les Vikings sont 31e du power ranking en début de saison. 31e, il les emmène en playoff. Tu vois. Moi, je veux bien qu'il les prenne longueur de temps, mais il prend le starting job parce que JJ McCarthy se blesse au camp et qui va être out toute la saison. Parce que leur rookie first round quarterback, future merveille du Minnesota, va pas pouvoir jouer, c'est uniquement pour ça. Entre nous soit dit, est-ce qu'on a une preuve que Sam Darnold n'a pas eu d'offre de Minnesota cette année? Non, on n'a rien. On sait pas. Hein. Ça se trouve, il en a juste eu une meilleure de Seattle. Hein. Oui. Bah oui. Qui t'a dit qu'ils n'ont pas voulu le retenir? On n'en sait rien. On sait rien. Si ça se trouve, Minnesota voulait le retenir en backup de McCarthy.
Ouais, mais Et tu là, si le. vous allez voir des fans des Vikings sur les réseaux ou autres, depuis plusieurs semaines maintenant, hein, ça date pas d'hier, ils sont en train de se dire on va peut-être pas garder le bon quarterback, quoi. Eh oui. Eh oui. Et juste une chose, je vais juste quelque chose que j'ai vu. Hein. Geno Smith, hein, qui part des Seahawks, remplacé par Sam Darnold, et il arrive aux Raiders. Ben voilà, il part. Les Seahawks vont au Super Bowl. Il arrive chez les Raiders. Ils sont derniers de la ligue. Voilà. Bon, C'est on parle- c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a. Enfin, et puis moi, le premier, hein, on n'a pas considéré les Seahawks pour jouer les premiers rôles cette saison. C'est parce que, précisément, tu avais dans les skills players, tu avais quasiment tout le monde qui était parti. Il restait les running backs, il restait Charbonnet et Kerr, mais leurs deux receveurs partent, leur QB part. On arrive avec il reste GSM. des nouveaux. Il restait Smith and Jigba, qui avait déjà été très bon la saison dernière, mais qui restait un talent en devenir. Et on se demandait si, avec ce nouvel entourage, comment ça allait fonctionner. Bon, ouais, il se trouve que la sauce a pris, et la preuve, là, ils ont une marche encore à franchir pour aller plus haut. Ils sont quasiment au sommet, là. Et Oui. Darnold, il y avait des doutes parce que il y a eu les Jets. Après, bah, c'est QB aux Jets, hein, c'est un poste à risque. Après, aux Panthers, il était backup à San Francisco. Ça a été voilà. Et Pour moi, c'est la même, meilleure. Oui, c'est quand même un vas-y. first rounder. Et JSN, c'est pareil, c'était un first rounder. Donc, si tu veux, ils ont fait de la place. Enfin, ils n'arrivent pas de n'importe où. Meilleure décision de sa carrière d'aller faire backup à San Francisco, d'ailleurs, hein, Sam Darnold, hein, quand on y pense. Depuis qu'il est allé là-bas, il a changé complètement sa façon de jouer. Hein. Donc, à mon avis, meilleure décision de sa vie à ce garçon. On parle quand même un peu des Rams de Los Angeles, parce qu'on a beaucoup quand parlé même. des Seahawks, mais parlons quand même un peu des Rams, parce que les Rams qui perdent en marquant tout de même 27 points, ce qui n'est quand même pas mal. On le savait, l'un des points faibles, c'était leur défense. Ils prennent 30 points, c'est beaucoup trop Aérienne, pour surtout. espérer Ouais, aller au enfin, Super Bowl. On sait. Leur défense aérienne, surtout. Oui, la défense, surtout le backfield. C'est surtout parce que quand on a l'air de faire peu de cas des Rams sur ce match, mais quand même, en attaque, 479 total yards, 26 first down, 27 points marqués. Purée, ça a quand même pas été un match médiocre de leur part, hein. On a Ah non. Stafford qui fait 22 sur 35, 374 yards, 3 touchdowns. Il fait notamment un 7 sur 11, 220 yards, un touchdown sur des passes de 20 yards ou plus. Pukanakwa, 9 réceptions, 165 yards, un touchdown. C'est son 3e match de playoff en 3 saisons, hein, avec 100 yards ou plus pour lui en réception. Et Davante Adams, après des playoffs en demi-teinte, et puis un match contre Chicago où il avait été quasi invisible, 4 réceptions, 59 yards, un touchdown. Je veux dire, les cadres ont répondu présent. Mais malgré tout, cette attaque, elle n'a pas réussi à totalement driver. Il marque seulement 2 field goals en début de match. Et en fin de première mi-temps, avec une 33 à jouer, ils seront stoppés au bout de 3 jeux. Ils rendront la balle à Seattle, qui marquera, grâce à Smith and Jigba d'ailleurs, alors qu'il restait 54 secondes à jouer. Preuve que cette défense antiaérienne a été problématique. Et puis, il y a eu un autre problème aussi, il y a eu un détournant du match, mais on le sait, c'était un des points faibles des Rams cette saison, c'est sur les special teams. Ils avaient viré leur coach des équipes spéciales fin décembre, mais les problèmes ne sont pas terminés parce qu'on a eu ce punt relâché par Xavier Smith dans le troisième quart-temps, et tout de suite derrière, les Seahawks marquent, ils exploitent l'occasion, et ils passent 24-13, et ils vont avoir beaucoup de mal ensuite, les Rams, à recoller au score. Donc tout ça, c'est quoi? Ça a été des petites scories, ça a été les 2 points faibles identifiés de l'équipe, les special teams et l'attaque anti-aérienne, parce qu'on savait que l'attaque anti-aérienne côté Los Angeles, n'a pas été terrible cette saison, et c'est ce qui les a malheureusement perdus, et leur puissance de feu, qui pourtant était grande, n'a pas suffi à lutter. Moi, je pense que en fait, le vrai tournant du match, c'est ce muff punt. Moi, Oui, mais complètement. Ah oui, mais parce que sinon, si tu enlèves ces 7 points, bah voilà. Hein. Et derrière, c'est extrêmement bien exploité par Seattle, qui mérite, attention, hein, qui mérite, mais le muff punt, il est dégueulasse.
Ah ouais, non, Pourquoi il est affreux. Non, mais Il est pourquoi affreux, En il est fait, sale. mais pourquoi il se fait dépasser par la balle? Pourquoi il s'enlève pas? Pourquoi il va Oui, mais essayer? oui, après oui, je suis d'accord, mais ça arrive malheureusement ça Pas à ce arrive. niveau-là, ça ne doit pas arriver à ce niveau. Non, Non, mais mais ça, alors, C'est ça sûr se que ça coach, ça arrive, se mais coach, c'est ça, une Vince. grosse, oui, C'est non, une non, grosse non, faute. bien coach, sûr, C'est bien ça. une sûr. grosse Bah, faute. Il sait. surtout que pour expliquer, de mémoire, il est dans ses 10 yards, non, en plus. Non, un peu avant, un peu avant. Il est. Non, il est dans la red zone. Je sais plus sur les combien il est, Bah, ce Muffin. parce que après, le drive d'après, je crois qu'ils font. Ah non, ils font 17 yards pour le touchdown. Donc oui, non, il est un peu avant. Mais oui, c'est quand même étrange parce que là, on parle d'un match où les conditions météo, justement, elles étaient plutôt bonnes. Il n'y avait pas il y avait pas énormément de vent non plus. Alors, est-ce qu'il a été ébloui? J'arrive pas à le savoir, mais c'est vrai que c'est particulier quand même de voir une faute comme ça parce que bon. Qu'on soit bien placé, que la balle rebondisse, qu'elle sorte des mains, ça arrive. Mais là, il perd complètement ses appuis, il est derrière, il se trouve. Voilà, il se trouve, hein, un peu comme Steedham s'est trouvé hier quand il a fait son fumble. Oui, et là, c'est ce qui fait qu'ils prennent cette fameuse avance qui ne seront jamais rattrapés. Parce que là, ça fait, c'est quoi? Du coup, c'est le 24, c'est le 24e point. Après, ils remarquent un touchdown, mais c'est toujours pareil. Derrière, ils étaient à 13. Et du coup, l'écart qu'il y avait, du coup, tu dois marquer encore plus. Donc, pour moi, c'est ça le vrai tournant du match. Le match, il se joue, c'est l'action qui décide du match. Même si après, il y a du temps, Seattle a pu résister par la suite. Parce qu'en plus, Seattle a une bonne défense, pour le coup. Oui. Si elle plie, elle prend 27 points. Ça vient aussi du fait que comme le nombre de points fait que il y a est un peu trompeur parce qu'il y a eu des gros jeux, ça l'a dit. Donc du coup, ils passent les attaques passent plus de temps sur le terrain, il y a plus de possession. Donc ce qui explique cela. Les dernières questions sur la gestion de fin de match. Est-ce qu'il y a une erreur de Puka Nacua pour vous sur la dernière action? Est-ce qu'il aurait dû sortir directement plutôt que d'aller se faire plaquer? Est-ce qu'il aurait dû ou est-ce qu'il aurait pu? La vraie question, elle est là, quoi. Est-ce qu'il peut vraiment, est-ce qu'il a le choix de sortir? Parce que si je me trompe pas, il reçoit la balle, il se fait plaquer tout de suite. Donc, Oui, il est pas effectivement, il court pas sur 10 yards. lui, son but, c'est déjà d'attraper ce ballon qui est chaud. On va expliquer là encore aux auditeurs. Je crois qu'il attrape le ballon sur les 33, 49. Oh, si loin. Ok, d'accord. Donc, déjà sécuriser la balle. Il reste 2 secondes au chronomètre. Il faut qu'il sorte pour couper le chronomètre et pour avoir une tentative de la end zone. Il n'arrive pas à sortir. Il se fait plaquer juste avant avec le genou qui touche le sol juste avant. Bon. La réception est bonne. Après, est-ce qu'il peut faire mieux? Je suis pas sûr. Le jeu est bon, hein, de manière générale. Hein, ça se joue à des centimètres, mais bon, c'est le sport de haut niveau. Tu le lances 20 cm plus proche de la touche. Il est en touche. La cage, il est dans la touche et puis ça arrête le chrono. Ça, et voilà. Bon, 20 cm de plus, il y a 2 secondes, voilà. Il est obligé de lancer vite. Donc, et nous, on a Vincent. On n'a pas 20 cm, on a Vincent. Eh ben, je crois que c'est là-dessus qu'on va se quitter, les amis. Je suis pas sûr qu'on ait gardé le meilleur pour la fin, mais enfin bon. On part un peu sur une défaite là sur ce coup-là. Je veux pas dire, mais on est un peu les Rams ou les Broncos. Je m'étonne que personne se soit posé cette question. Quid de l'avenir de Matthew Stafford, du coup? Parce qu'il y a quand même des questions qui se posent sur le fait s'il va empiler la saison prochaine ou pas, et s'il n'empile pas, quid de l'avenir des Rams? Il y a quand même pas mal de questions qui se posent après cette défaite. Je vois pas Sean McVay bouger les Rams. Matthew Stafford de Hall of Fame ou pas? Il y sera à un moment donné, oui, ça c'est sûr. Mais First ballot, non, pas first ballot. Je mets pas il mais maintenant il n'y a plus aucun quarterback qui mérite d'être first ballot et tais-toi, même Patrick Mahomes ne le mérite pas. Tiens, allez, déjà t'en auras un cette année. Il sera first ballot, je veux pas dire. Oui, c'est vrai. C'est bon.
On peut aller chercher. par contre, Fédération française de pétanque, il y sera aussi. Hein. Allez, Par contre, s'il vous plaît, Seb avait doit posé mettre une des bonne pantalons question et effectivement, tu as complètement raison. Stafford, il va falloir se poser la question. Je pense que la reconstruction la reconstruction ou la continuité du côté des Rams va être une clé. Moi, je vois bien cette entente avec Nakua continuer, s'ils en ont envie en tout cas. Je sais pas le contrat de Davante Adams s'il continue aussi, s'il a la visibilité, parce qu'il avait été trade. Et je me demande s'il n'avait pas pris qu'un an, s'il n'avait pas signé pour un an, donc je sais pas. Moi, si je peux donner mon avis là-dessus. Oui. Mais en tout cas, avec Nakua, ça clip bien et j'aimerais bien les voir continuer. Moi. 2 ans Il a une deuxième année encore, ok. Là, il y a une montée en puissance depuis. En fait, après le Super Bowl, ils avaient fait du all-in et que derrière, ils avaient perdu toute la ligne. Ils ont bien reconstruit. C'est une équipe qui monte en puissance. On ne s'attendait pas l'année dernière à ce qu'ils fassent ça. Ils ont vraiment très, très embêté le champion en titre. Là, ils jouent contre Seattle. Ils tombent contre Seattle pour pas grand-chose. Ça m'étonnerait pas qu'il dit que McVay essaie de prendre Stafford pour lui dire écoute, on fait une dernière danse, on va chercher le titre l'année prochaine et on va t'amener ce qu'il faut pour une dernière saison. Dans une division qui risque d'être hyper concurrentielle. Oui, mais ils n'ont pas été ridicules cette année. L'année dernière, ils la gagnent. Cette année, ils sont pas loin de la gagner non plus. Je pense que il y a encore un an sur la fenêtre de tir, au moins pour eux. Et sinon, elle se referme. Il a encore 1 ou 2 ans, Matthew Stafford, de contrat. Il a encore au moins 1 an, ça c'est sûr. Attends, je sais, tac. Non, là, je l'ai jusqu'en 2027, moi. Donc il aura encore 2 ans de contrat. Hein. Bah, ouais, mais regarde, s'ils refont un all-in, tu vois, en essayant d'aller choper des joueurs pour compléter effectivement un petit peu sur le backfield, un peu en défense, plus un peu de ligne. On reparlera de toute façon de Matthew Stafford vendredi, puisque notre podcast du milieu de semaine sera consacré aux awards de fin de saison. On va donc forcément reparler de Matthew Stafford, puisque il fait partie des candidats au MVP de la saison régulière. On rappelle que le NFL Honors, ce sera le week-end prochain. Donc nous, on va redonner nos trophées à nous. Et puis on rajoutera quelques petits trophées spécial TPO, comme d'habitude. Le pire match de l'année, le plus beau match de l'année, la pire action de l'année. Bref, on va rajouter 2-3 petits trucs à nous. Vous allez voir, ça va être sympathique. Et la semaine prochaine, mardi prochain, ce sera la grande preview du Super Bowl 60, où on reparlera bien évidemment de ce Seahawks Patriots à venir. Merci mon Seb. J'oublie pas aussi, mercredi, rendez-vous sur la chaîne de l'Afterfoot US pour l'interview de Frédéric Paquet, le président de la Fédération française de football américain. Mon Seb, merci. Mon Yaya, merci à toi. Mon Vince, un grand merci aussi. On se dit à très vite les amis. Et vous portez-vous bien tous. À très bientôt sur TPO. Salut tout le monde. Ciao. Ciao. Ciao, bye.